Nous continuons avec le deuxième temps, cette séquence de réponses à Claire Toury, autour des services publics et du monde de l'entreprise, pour se reconnecter aux citoyens. Et donc j'ai avec moi Damien Baldin, directeur général de La France s'engage, Monsieur Piessagic, président de RTE, et Isabelle Braun-Lemaire, déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. En réponse à Claire Toury, ce deuxième temps, on parlait de bataille de la proximité avec nos intervenants précédents. Le sentiment d'exclusion ressenti par les Français, d'après le rapport annuel sur l'état de la France, c'est aussi le sentiment que les services publics se dégradent. C'est aussi le sentiment de la difficulté à y accéder. Ces Français sont surreprésentés dans les zones rurales, dans les DROM également, et leur bien-être est moins important. Tout comme d'ailleurs leur confiance dans l'avenir et dans l'avenir de la France. Du côté de l'entreprise, nous l'avons évoqué ensemble tout à l'heure, la responsabilité territoriale avec Alain Di Crescendo, elle se mesure à sa capacité à participer à la cohésion sociale, à des coopérations multi-acteurs avec les organisations de l'ESS, avec les collectivités. Cette responsabilité, on en a beaucoup parlé pendant la journée, elle est importante pour la santé de notre démocratie, mais elle est aussi importante pour l'innovation, elle est importante pour l'économie. Le rapport annuel sur le Sénat de 2018, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas cité, indiquait que le manque de confiance entre les Français et l'entreprise était le maillon faible de la compétitivité hors coût de l'économie française. Il y a donc aussi dans l'action publique et dans l'entreprise des leviers pour lutter contre les ressentiments, contre les frustrations dont on parlait tout à l'heure. D'abord, je vais lancer la vidéo du ministre Laurent Marcangeli de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, qui devait être avec nous et qui a été empêché. Je ne sais pas si en haut en régie vous pouvez passer la vidéo. Il avait un message à passer sur le sujet de notre débat. Mesdames et messieurs, je suis navré de ne pas pouvoir être physiquement à vos côtés aujourd'hui au CESE pour ce sommet de l'impact. Je tenais néanmoins à vous adresser quelques mots dans le cadre de la table ronde sur un sujet au cœur des préoccupations des décideurs et des agents publics. Comment se reconnecter aux citoyens? Quelques minutes ne suffiront pas pour répondre à ce qui relève pratiquement du sujet de thèse. Je vais donc concentrer mon propos sur l'engagement commun de l'État, de la fonction publique, avec le monde de l'économie sociale et solidaire, engagement peu connu qui doit encore monter en puissance. Pour commencer, je partirai de ce constat. Les agents publics et les acteurs de l'ESS ont en commun d'avoir le sens de l'intérêt général chevillé au corps et la volonté d'avoir un impact positif et durable sur l'environnement social et économique, ainsi que notre planète. Parce qu'ils convergent naturellement, l'action publique et le secteur de l'ESS doivent travailler ensemble, se compléter, s'articuler pour favoriser des synergies qui démultiplieront leurs impacts respectifs. C'est précisément ce à quoi s'attache le programme La fonction publique s'engage, qui a été initié en 2024 et qui repose sur un partenariat inédit entre la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, La France s'engage et Impact Tank. Ce partenariat a pour objectif de favoriser la coopération sur des projets à fort impact social entre le service public et les acteurs de l'ESS, en s'appuyant en particulier sur la création de binômes entre hauts fonctionnaires et dirigeants de l'ESS pour faciliter la réalisation de projets concrets, et sur la formation mutuelle des cadres de l'ESS et de l'État. Les premiers mois de collaboration ont permis d'aboutir à des propositions innovantes sur une quinzaine de projets dans des politiques prioritaires comme le sans-abrisme ou l'accompagnement de femmes atteintes de cancer, notamment en Outre-mer. J'en veux pour exemple le projet qui a mis en relation un de nos agents de la fonction publique territoriale avec la fabrique Ayups, qui fabrique des petites maisons en bois, des tiny house en bon français, au profit de sans-abri et qui accompagne des bénéficiaires dans leur démarche vers l'emploi. La collaboration a permis d'identifier les difficultés réglementaires qui entravaient cette démarche et de proposer des solutions innovantes comme la conception de tiny house à étages pour densifier les habitats. Je pourrais également parler d'un projet qui a été noué avec la Fédération Amazon, une association qui sensibilise les professionnels de santé et informe le grand public sur les défis physiques et psychologiques liés au cancer. Ce projet vise à accompagner des femmes d'outre-mer concernées par cette maladie en collaboration avec les soignants. Le partenariat noué par le biais de la fonction publique s'engage permet de sécuriser le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit l'association et son articulation avec l'action publique. Quel bilan tirer à ce stade du programme que je vous ai présenté?
Ces débuts nous ont montré l'efficacité des rapprochements entre la fonction publique et l'ESS, mais également la nécessité de penser cette coopération dès l'amont des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous allons élargir ce rapprochement en renforçant le volet formation du programme. Une formation dédiée pour les dirigeants d'associatifs sera organisée en coopération avec l'Impact Tank et la Fondation La France s'engage. Parallèlement, l'INSP développera son offre de formation au profit du secteur de l'ESS. Je souhaite également avoir un mot pour la stratégie nationale de l'ESS pour la période 2025-2027, sur laquelle mon ministère interviendra en appui du ministère de l'Économie. Je salue l'apport des équipes de la DITP qui déploient leur savoir-faire en matière de mobilisation de l'intelligence collective, de démarches participatives, d'ateliers régionaux de concertation, en métropole comme en Outre-mer. La DITP est intervenue au profit de plusieurs thématiques établies avec la ministre Louwagie, et que vous aurez sans doute le loisir d'aborder au cours de cette journée au CESE. Mesdames et messieurs, je vais conclure et prendre ma casquette de ministre de la Simplification. Comme de nombreuses parties prenantes, les acteurs de l'ESS ne sont pas épargnés par la complexité administrative. Dans le cadre du chantier que je mène pour débureaucratiser la France, nous aurons certainement à prendre une ou plusieurs initiatives pour simplifier la vie de l'ESS. Parmi les pistes de simplification envisageables et qui nécessiteraient d'autres ateliers spécifiques, je pense par exemple aux clauses sociales, aux appels à projets ou encore au conventionnement pluriannuel et à la question de l'accès au financement. Le ministère de l'Action publique est prêt à mener ce combat en s'appuyant notamment sur le dispositif France Simplification et en soutenant les projets législatifs qui seront portés par les ministères. Chers amis, je conclus en vous rappelant une nouvelle fois l'attention que le gouvernement porte aux entreprises de l'ESS, du fait du rôle central qu'elles jouent sur le territoire. Je vous remercie pour votre présence au CESE aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Alors Isabelle, la bataille de la proximité dont on parlait, j'ai rappelé ce terme utilisé par Claire Toury tout à l'heure avec le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi l'affaire de l'action publique. On entend souvent parler de sentiment d'abandon, vous le savez, des Français éloignés des services publics et aux fractures territoriales. D'ailleurs, s'ajoute également celle de la dématérialisation des services publics. On a produit des travaux à l'Impact Tank sur l'inclusion numérique qui faisaient beaucoup référence avec le risque d'exclure une partie des citoyens. Avant d'entamer le débat, il y a une grande réforme de la fonction publique qui a été lancée en 2021 par le président de la République. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes pour lutter contre ce risque sur la proximité, pour se reconnecter aux citoyens? Alors, dans la réforme de la haute fonction publique, c'est assez central cette logique de se reconnecter aux citoyens et être au service du citoyen. C'est le président de la République avait utilisé au moment du lancement de la réforme le terme de révolution culturelle du dernier kilomètre. 2021, c'était il y a longtemps. On se rend compte parce que maintenant l'urgence à se reconnecter aux citoyens est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était en 2021. Donc la nécessité qu'on avait identifiée en 2021, elle devient impérieuse maintenant parce que je ne reviens pas sur l'état et la situation que vous avez décrite précédemment, mais aujourd'hui, il est impératif que nous transformions l'action publique et surtout qu'on la reconnecte. Alors, je vais dire à titre personnel, c'est assez douloureux cette question, parce que moi j'ai fabriqué du service public, j'ai fabriqué malheureusement de la dématérialisation, parce que j'ai fait de l'impôt dématérialisé, et je témoigne que c'est douloureux, et c'est douloureux pour beaucoup de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires. Donc on ressent ce besoin et en tout cas on essaie de le corriger. Alors comment on fait? La délégation que je dirige, elle est chargée de mettre en place cette transformation culturelle ou cette culture commune. Nous on parle de transformation managériale parce que je pense qu'on doit changer le modèle. Alors le président maintenant il utilise une autre formule que j'aime beaucoup, c'est il faut inverser la pyramide. C'est-à-dire qu'on arrête d'être focalisé en administration centrale et qu'on aille dans les territoires travailler les services publics. Donc cette révolution, cette transformation, on en a la charge, nous à la délégation. On apprend aux gens à mettre le service public au centre, à le rendre plus efficace, plus simple, le ministre l'a dit, et plus en proximité. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je dois aller plus vite, oui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On forme les gens et il y a des compétences pour lesquelles on est particulièrement mauvais, c'est la coopération et l'écoute.
Et donc ça, il faut qu'on le développe. Et surtout, et c'est le deuxième élément, on essaie de se décloisonner et on essaie de s'ouvrir aux autres. Donc dans toutes nos formations, eh bien, vous avez aussi des membres de l'ESS, vous avez la fonction publique territoriale, hospitalière, et vous avez tout un écosystème qui est l'écosystème qui est nécessaire pour développer en tout cas nos services publics plus proches du citoyen. C'est précisément ce qu'on est en train de faire, ce que vous décrivez, puisqu'on se le disait avec Damien tout à l'heure, on est en train de créer une innovation sociale avec vous, puisque ensemble, la Dièse, la France Engage et l'Impact Tank, on a lancé l'année dernière une expérimentation qui s'appelle la fonction publique s'engage, qui vise à rapprocher deux acteurs clés de l'intérêt général, les dirigeants associatifs de l'économie sociale et solidaire et les hauts fonctionnaires, pour se reconnecter justement aux citoyens, pour franchir le dernier kilomètre. Comment cette rencontre, alors d'abord vous Isabelle et puis ensuite Damien, comment cette rencontre elle peut, selon vous, transformer la manière dont l'action publique est pensée d'abord, donc la conception, et puis ensuite déployée sur le terrain? On va faire à deux voix, hein, Damien. D'abord, il y a une situation, on part d'une situation qui est un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a deux acteurs qui sont là pour l'intérêt général et qui sont côte à côte sans travailler ensemble. Je pense que ça, on peut se le dire. C'est pas qu'on n'est pas un modèle complètement intégré, même si le ministre dit qu'il faut s'articuler, combiner pour être plus efficace. Je crains malheureusement qu'on soit encore très parallèles et que cette synergie ne se produise pas. Tout à l'heure, il y avait un mot que j'ai même attrapé pendant une des tables rondes, c'est on se regarde quand même au mieux en s'ignorant et au pire en ayant de la méfiance. Et tout à l'heure, j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait un peu de la méfiance vis-à-vis des acteurs, en tout cas État. Et ben c'est ça qu'on essaie de casser. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert les cycles où on fait travailler les acteurs de l'ESS avec des hauts fonctionnaires, je leur ai dit, vous avez en commun de défendre l'intérêt général. Et ils ont été, pour les fonctionnaires, très surpris. Et pour ceux de l'ESS, ils étaient ravis. Et ça a lancé le cycle, d'ailleurs, et on s'en est parlé avec Damien. J'avais oublié de le dire les fois précédentes. J'ai dit ces mots très simples, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient ensemble, et ça a créé une synergie. Donc aujourd'hui, on les fait travailler ensemble. Pour les uns, il faut qu'ils comprennent les contraintes qui s'imposent à eux, il faut qu'on les rende plus lisibles, plus visibles, plus intelligibles. Et pour les autres, il faut qu'ils comprennent que les acteurs dans les associations voient quand même la réalité du terrain et ont une capacité d'innovation que nous, État, ou je parle pour l'État parce que je le vis, mais la fonction publique plus généralement, on n'a peut-être pas complètement intégré. Donc, on a vraiment la conviction que cette synergie peut produire des effets très positifs. Les exemples, on a tâtonné, le ministre le présente de manière un peu idéale tout à l'heure, mais les premiers exemples qu'on a eus avec Damien, ça n'a pas forcément bien marché au début et il ne savait pas très bien comment collaborer. Et maintenant, on fait très attention aux mots. On dit vous êtes réunis par l'intérêt général, première chose. Et la deuxième, ce n'est pas une logique client-fournisseur, c'est une logique partenariale, c'est-à-dire vous devez collaborer. Et ce mot de la collaboration et travailler la collaboration, franchir cette étape-là n'a pas été complètement simple. Mais parce qu'il y a un sujet d'acculturation aussi, Damien. On ne parle pas le même langage, donc il y a aussi la nécessité de créer un langage commun entre deux acteurs qui parfois en effet ne se comprennent pas. Et dans l'expérimentation, on se rendait compte que les manières de faire, les manières de coopérer ne sont pas les mêmes. Oui, bonsoir à toutes et tous. C'est presque un programme de politique culturelle que nous menons. Et pour répondre à la question originelle cet après-midi et pour toute la journée, comment l'économie sociale et solidaire peut nous aider à refaire société et à refaire une société démocratique. Évidemment, il faut se parler, mais il faut aussi agir. Et il faut faire parler celles et ceux, Isabelle, vous l'avez dit, qui sont sur le dernier kilomètre, qui sont au contact et dans la vie de la souffrance des Français, et qui aussi, on ne l'a pas souvent assez dit, que ce soit les fonctionnaires ou les dirigeants associatifs et leurs salariés, qui sont eux-mêmes aussi dans des situations de souffrance. Et ils ont aujourd'hui en commun cette souffrance parfois de ne pas être assez reconnus. Et quand vous interrogez, je pense que nous avons récemment interrogé les lauréats de la France s'engage, qui sont des porteurs d'innovation sociale et de structures de l'ESS. Une des premières demandes avec le financement, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de l'État et des collectivités territoriales. Eh bien, dans ce que nous faisons en sorte d'avoir non seulement un dialogue,
mais surtout d'avoir une culture professionnelle commune. Et c'est cela qui, en partie, peut nous aider à sauver la démocratie, parce que je pense que ce programme-là, il a une puissance de feu dingue, parce qu'il peut aussi se décliner d'un point de vue territorial, avec la fonction publique territoriale, il peut se décliner avec les élus, et créer ainsi un espace commun entre l'économie sociale et solidaire et l'État, qui sont les deux acteurs de l'intérêt général de ce pays. Et il y a aussi un enjeu de confiance. Nous, on en entend parler quand on est en atelier de travail avec les équipes de la Dièse, du ministère et les porteurs de projets. Il y a une question de confiance aussi des citoyens envers les institutions. Le programme, il remplit aussi cet enjeu-là. Je parlais aussi de la confiance des citoyens avec l'entreprise en introduction de ce débat, Monsieur Piessagic. Pour rebâtir la confiance avec les citoyens, pour déconstruire les idées reçues, on utilise la science, on en a beaucoup parlé, l'idée d'ancrer nos débats dans un socle commun, celui des données, celui de la mesure de l'impact, de la preuve, de l'impact objectivement mesuré. Alors on échangeait sur les enjeux géopolitiques ce matin en conférence de presse et sur le démantèlement de la science outre-Atlantique. Est-ce que dans le monde de l'entreprise aussi, on peut mobiliser la science pour rebâtir cette confiance avec les citoyens ? Ben, j'espère, bien sûr. En tout cas, on le fait. Alors, je vais parler un peu d'énergie, pardon. Parce qu'RTE, ça fait de l'énergie. On est connu pour faire des gros documents prospectifs, de grosses études. C'est de la science. C'est des sciences et techniques, c'est de l'économie. C'est des modèles, c'est très perfectionné. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on fait le pari de la connaissance. On continue à faire le pari de la connaissance et des sciences et techniques. Des fois, c'est décevant, mais en fait, on fait ce pari et on continuera à le faire. Pourquoi ? Parce que ça permet de se projeter sur le long terme. En matière d'énergie, en matière de transition énergétique, en matière de transition écologique de manière générale, et en matière de transition tout court, il faut qu'on ait des repères communs, et nous, on essaye de les bâtir. On le fait pour que le débat soit rationalisé et soit rationnel. On le fait pour que les décisions soient éclairées. On le fait pour que le débat puisse avoir lieu. Et pour qu'un débat puisse avoir lieu, mes deux voisins le disaient, il faut qu'on ait un minimum de points de repère communs, il faut qu'on ait des vocabulaires communs, il faut qu'on arrive à se parler. La science, ça aide à ça. Et ça aide particulièrement à un moment où il arrive que les débats soient religieux. Et il ne vous a pas échappé qu'en matière d'énergie, les débats peuvent être religieux. Ça peut conduire à prendre des mauvaises décisions. Alors quand on produit ce genre de document, on a produit Futur énergétique 2050 qui décrit les futurs possibles énergétiques de la France d'ici 2050. On met une application particulière à ce que ces documents soient discutés dans des systèmes coopératifs. Donc il y a des très longues concertations, il y a des consultations publiques, et on met un point d'honneur à ce que tout ça soit transparent. C'est-à-dire ce qu'on met sur la table peut être contre-expertisé. Nos modèles sont en open source. Et celui qui veut faire l'effort peut venir vérifier ce qu'on dit. Et il faut qu'on fasse cet effort collectif quand on fait un appel à la science. Il faut qu'on fasse cet effort de la transparence pour que la contre-expertise puisse avoir lieu, parce que la controverse, dans le champ scientifique, c'est très sain. Je suis un convaincu du rôle de la science pour apaiser les relations, les rapports avec les citoyens, mais est-ce que ça suffit ? Parce que ça fait des années que les scientifiques nous alertent sur les crises environnementales. On voit bien que la science ne suffit pas, la mesure d'impact ne suffit pas. Il faut aussi rendre désirable cette transition, la rendre possible. On n'y croit pas totalement, faire croire à cet impossible qui va arriver. Est-ce que c'est le rôle aussi de l'entreprise de rendre désirable auprès des citoyens la transition ? Alors, est-ce que ça suffit? Probablement non. Est-ce que c'est nécessaire? C'est sûr que oui. En matière de climat, il y a 20 ans, il y avait déjà des scientifiques qui nous alertaient sur les conséquences de ce réchauffement. Et souvenez-vous du champ politique mondial il y a 20 ans, il était quand même beaucoup moins convaincu aujourd'hui qu'il fallait que les pays fassent des choses. Les mouvements politiques, les élections changent les positions de tel ou tel, mais
si on dézoome un petit peu, sur le long terme, cette documentation scientifique, elle a quand même aidé à ce que les esprits évoluent. Et en tout cas, au sein de l'Union, au sein de l'Europe, chez nous, ça a quand même guidé beaucoup de politiques publiques, et je pense pour très longtemps. Donc ça marche, il ne faut pas se désespérer dès lors qu'on ne regarde pas les choses par le microscope. Alors, est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer? Oui. Il faut qu'on arrive à construire des représentations de ce que serait ce monde de demain et en quoi il est plus désirable que celui d'aujourd'hui. Et c'est probablement là que le bât blesse, la désirabilité de ce vers quoi on se projette. Nous, on essaye de le faire territorialement lorsqu'on investit dans des infrastructures énergétiques, dans du réseau d'électricité, faire en sorte de participer à la création d'un pacte territorial pour que des territoires se projettent vers le même destin. Vous savez, sur donc la science, la consultation, vous parlez de consultation citoyenne, vous avez un exemple précis ou de consultation dans le territoire, de pacte territorial, vous parliez. J'ai vu Marilyn Philippi tout à l'heure, qui est une économiste avec qui on travaille, qui parle d'ancrage territorial et qui et sur la capacité à intégrer même la gouvernance locale, des associations, des réseaux citoyens. Une illustration concrète? Oui, j'ai des exemples. On est un maître d'ouvrage d'infrastructure, on investit 3,5 milliards d'euros par an sur le territoire français. Donc des grands projets, on en fait. Et des oppositions, on en rencontre. On fait des débats publics, on fait des concertations publiques, on fait des enquêtes publiques, on respecte le droit. Des fois, il n'y a pas d'opposition, des fois, il y en a. Est-ce que ça marche systématiquement? Non. Ce qu'on essaye de faire en plus, c'est d'amener de la transparence, que les citoyens, que les Françaises, que les Français, que les habitants comprennent ce qu'on fait. Mais pour ça, c'est lié à est-ce qu'on a une représentation commune de ce territoire qu'on le veut demain. Et c'est pour ça que je parlais du pacte. C'est-à-dire qu'on essaye de participer à la création d'un pacte territorial, c'est-à-dire d'une vision commune de vers quoi va tel ou tel territoire. C'est plus facile quand il y a une culture locale qui existe déjà. Je vais prendre un exemple très vite. Dunkerque et Fos. C'est deux grandes zones industrielles françaises. Et c'est le symbole de la désindustrialisation française. Et c'est deux lieux industriels français dans lesquels il y a un renouveau. Il y a beaucoup d'investissements qui arrivent. C'est deux endroits où RTE investit de part et d'autre plus d'1 milliard d'euros d'ici 2030. C'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que c'est différent. Le pacte territorial à Dunkerque, il est plus homogène, il est plus partagé, et dans ce contexte-là, c'est plus facile de se projeter vers ce monde d'une industrie décarbonée de demain avec une infrastructure électrique qu'à Fos, où effectivement, aujourd'hui, culturellement, c'est un territoire qui est moins homogène et qui, jusqu'à présent, a moins partagé cet objectif de renouveau de la zone de Fos. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'y est pas encore complètement arrivé que c'est perdu. Simplement, c'est en cours. Et nous, notre rôle, comme maître d'ouvrage, c'est d'essayer de participer à ces futurs désirables, qu'ils soient européens, nationaux, avec les grandes politiques énergétiques, mais qu'ils soient aussi territoriaux. On a tous des progrès à faire. Cela dit, que ce soit l'État, les élus, les acteurs associatifs, et nous, bien entendu, sur les représentations de ce qu'on aménage, sur les représentations territoriales de demain. C'est difficile aujourd'hui de parler, par exemple, de la ville décarbonée, parce qu'on a du mal à la représenter. On a du mal à verbaliser ses bienfaits. On a même du mal à la dessiner physiquement. De ce point de vue-là, je crois qu'il y aura de la convergence, je pense qu'il y aura de l'adhésion et je pense qu'il y aura de l'implication citoyenne si on fait des progrès sur la manière dont on se représente ce pays de demain. Donc, ce que je dis, c'est valable en France, c'est valable à Dunkerque, c'est valable à Fos, c'est valable à Paris, c'est valable dans toutes les villes, c'est aussi valable dans le monde rural. Il faut qu'on travaille sur cette projection, parce qu'en fait, c'est ça qui donne du sens et c'est ça qui crée des causes. Et qui rompt
possible et qui rendent désirable. Je vous ai cité aussi l'excellent ouvrage de Jean-Pierre Dupuis, L'impossible certain, c'est rendre certain cet impossible qui va arriver, et le rôle de l'entreprise est aussi là. Pour citer un deuxième philosophe, et ensuite j'arrête, c'est Cécile Renoir qui parle de responsabilité politique de l'entreprise. Et donc là, je m'adresse à vous en tant que président de la fondation RTE. Alors, on est dans une activité différente de l'entreprise, mais qui représente l'entité RTE. Vous êtes engagé sur des terrains où l'entreprise n'est pas engagée, sur le lien social, sur l'inclusion, sur la cohésion. Et dans ce moment de fragmentation sociale dont on a beaucoup parlé pendant le débat aujourd'hui et toute la journée, comment est-ce qu'elle se traduit, votre responsabilité politique, c'est-à-dire vis-à-vis de l'intérêt général, vis-à-vis du vivre ensemble, avec vos activités de mécénat aussi? Oui, alors moi je crois que l'entreprise elle a une responsabilité politique déjà parce qu'elle fait, quand on fait de la prospective, quand on fait des infrastructures, on a une responsabilité politique parce qu'on a la main finalement sur un élément de l'avenir de ce pays. Bon, ça c'est ce qu'on fait. Mais il y a aussi l'impact de ce qu'on est, c'est-à-dire qu'une entreprise c'est une communauté humaine qui développe telle ou telle culture, telle ou telle cause. Et vous l'avez dit, chez RTE on a une fondation qui est dédiée à la vitalité du monde rural. C'est d'ailleurs, je crois, la seule qui est dédiée à la vitalité du monde rural et du monde très rural. C'est une fondation qui a 17 ans. On a subventionné beaucoup de projets d'ESS, à peu près 17 millions d'euros sur 17 ans, mais en fait les chiffres ne sont pas très importants. Ce qui compte, c'est que ce soit dédié à la vitalité du monde rural. C'est important pour moi parce que c'est important que les salariés de RTE portent des causes. On porte la cause de l'entreprise, c'est la neutralité carbone, l'électrification, d'accord. Mais il y a d'autres causes. Et moi, ça m'intéresse que mes propres salariés, ils sont 10 000 quand même, portent des causes. Et donc les causes, c'est de s'engager dans notre fondation pour la vitalité du monde rural, c'est de s'engager pour l'ESS, c'est pas que ça. C'est aussi faire partie de la réserve opérationnelle au ministère de la Défense. C'est être bénévole dans une ONG. C'est être un enseignant bénévole en maths dans une école primaire. C'est ça les causes. Et moi, ce que je promeus dans l'entreprise, pour ce qu'elle est, en tant qu'une communauté d'hommes et de femmes, c'est que les salariés de RTE, finalement, en plus de leur travail, ils portent des causes. Donc on leur laisse le choix et on les pousse à avoir des causes. C'est de l'engagement, avec un grand E, c'est du bénévolat, avec un grand B. Et qui se mesure, parce que donc, la Fondation a participé aux travaux de recherche de l'impactant qui ont été publiés ce matin sur le lien social, refaire nos liens, où on a construit ensemble, avec l'implication d'acteurs privés, donc du monde de l'entreprise, avec les collectivités qui étaient présentes, avec les acteurs de l'ESS, oui. Un outil de mesure d'impact des projets de territoire pour pouvoir piloter en fonction à tout niveau de la prise de décision. Ma réforme, ma politique, mon projet, est-ce qu'il affaiblit ou au contraire est-ce qu'il renforce le lien social? Donc c'est aussi des projets qu'on peut mesurer quand on est dans une fondation, dans le monde de l'entreprise. Merci beaucoup à tous les trois pour votre échange. Et puis je laisse la parole à un sujet d'avenir avec Agnès Audier sur l'intelligence artificielle au service du social.